Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Lorsque l'on me parle de couleur de peau, j'ai le blues qui me fait froid dans le dos. Je me sens dans un conte d'Edgar Allan Poe. Oui, c'était Joël Ursule sur des paroles et une musique de Serge Gainsbourg, le White and Black Blues qui avait été présenté à l'Eurovision. Là, c'est pas une question de couleur de peau. Alors, je rappelle effectivement ce qui s'est passé. Après, effectivement, l'attaque de la mosquée de Bayonne, après, effectivement, qu'un élu Rassemblement National et demander le rappel au règlement, paraît-il, parce qu'il y avait une mère de famille qui était effectivement avec un enfant en sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qui était revêtu d'un voile noir. Mais je dois rappeler quelque chose, et il faut le dire. C'est une statistique du ministère de l'Intérieur sur les actes anti-religieux en France en 2018. 2018, donc effectivement, on n'a pas encore les chiffres de 2019 et pour cause. Donc, en 2018, source, je rappelle, ministère de l'Intérieur, il y a eu 1063 actes antichrétiens, 541 actes antisémites, anti-juifs, et 100 actes anti-musulmans, c'est-à-dire le plus bas chiffre depuis 2010, et il faut s'en réjouir, encore une fois. Bon, alors, est-ce que chaque fois qu'il y aura un acte antichrétien, et Dieu sait s'il y en a, est-ce que les chrétiens descendent dans la rue pour dire ce n'est plus possible, c'est fini? Est-ce que les juifs descendent dans la rue? Oui, il y a eu effectivement cela. Est-ce que ça doit le faire à chaque fois? C'est une question qui doit être posée. Mais franchement, de dire qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est agressée, qu'il n'y a qu'une seule région qui est agressée, est évidemment faux. Non, sérieusement, peux-tu te renseigner pour savoir ce qu'est devenu un certain André Berkoff? C'était un journaliste plutôt libertaire qui sévissait à Actuel dans les années 80. C'est lui qui avait monté un canular avec son pote François Hollande où il se faisait passer pour un haut responsable de droite anonyme caché derrière le pseudonyme de Caton. On me dit que ce malheureux ne sait plus où il habite. Tu peux te renseigner? Bonjour Philippe de Villiers. Écoutez, on est content de vous voir pour diverses raisons, mais surtout parce que aucun de vos livres, ça il faut le dire, ne rencontre une indifférence polie. Pourquoi? Parce que ce sont jamais des livres sans aspérité. Philippe de Villiers, on parle toujours de ce livre qui va être en tête des ventes, et ça ne m'étonne pas. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Mais dites-moi, j'ai lu effectivement un certain nombre de réactions, comme toujours évidemment, avec vous, et avec ceux qui intéressent, évidemment, les pour, les contre. Mais on vous a accusé quand même de complotisme. Et effectivement, des fois, je me suis dit, vous parlez de Bilderberg et tout ça, et vous dites, les organismes cachés. Il n'y a pas un côté X-Files dans tout ça? Il y a des pages que j'aurais aimé écrire, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, et on Vous dira... m'avez dit qu'il y avait des tas de pages que vous auriez aimé écrire. Oui, non, sur le fond... Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Robert Ménard, vous écrivez un livre aux éditions Mordicus, et vous le titrez « Un maire ne devrait pas faire ça ». Évidemment, on pense à un président ne devrait pas dire ça, le fameux portrait catafalque de Hollande fait par David Lhomme, qu'il a définitivement enterré avant l'élection présidentielle de 2017. Et quand vous dites « Un maire ne devrait pas dire ça », c'est intéressant parce que votre livre, en fait, c'est... On pourrait le dire quand même quelque part, pour ceux qui vous aiment ou vous détestent ou vous apprécient ou pas, c'est un peu le que sais-je du politiquement incorrect, non? Je sais en fait, pas. vous cochez toutes les cases de ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Et de ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot faire, parce que en plus, illégitime. Non mais je dis, moi, personnellement, je vous cite pas, vous n'êtes pas très de droite, etc. Vous avez un certain nombre de convictions. Si vous occupez des déshérités, des gens qui n'ont rien avec les cantines, c'est pas être d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est imbécile. Mais attendez, l'imbécilité politique. Et on continue avec Robert Ménard, maire de Béziers. Et franchement, il n'a pas à le regretter, et les Biterrois non plus, d'après ce qu'on sait et j'y suis allé d'ailleurs à Béziers. Robert Ménard, est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que les choses sont en train de changer et que un certain bon sens est en train de gagner, en tout cas, une partie de la population, sinon une partie des princes qui nous gouvernent? Est-ce que vous avez l'impression que le paysage bouge? Mais les Gilets jaunes, c'est la preuve de ça. Mais les Gilets jaunes, c'est ça. Alors, ça l'est plus maintenant. Parce que, ça a été gagné par un certain nombre de gens et tout. Mais attendez, moi, dans ma ville, les Gilets jaunes... Vous en avez eu beaucoup? Oui, puis c'était chez eux. Je vous rappelle quand même que c'est la seule ville où il y a eu un rassemblement régional, regardez partout dans toute la France, où ils n'ont pas cassé un pot de fleurs. Parce qu'ils sont chez eux. Je les ai reçus au conseil municipal. Je veux dire, parce que ce que je dis, ce que je fais, ça correspond à ça.
Ça correspond à quoi? Moi, je suis un maire populiste. Oui. Populiste. Vous n'avez pas peur de dire mais populiste? bien sûr que non. Alors que dès qu'on dit ça, ça provoque des hurlements à la mort chez certains. C'est pas un gros mot. Mais non, c'est pas un gros Mais mot. moi, j'aime le peuple, j'aime le rugby, j'aime la feria, j'aime ma ville, je m'y balade avec plaisir, j'aime m'engueuler avec les gens comme on s'engueule sur à peu près tout dans le Midi. J'aime les gens. J'aime les gens. Il y a des pages que j'aurais aimé écrire, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, et on Vous dira. m'avez dit qu'il y avait des tas de pages que vous auriez aimé écrire. Oui, non, sur le fond. Vous avez essuyé pas mal de polémiques à la suite de vos prises de position sur les apéros, les dinars, les choses comme ça. Comment expliquez-vous justement cette espèce d'accusation qui revient assez souvent à votre propos, du fait que vous êtes passé de la gauche à la droite, que vous auriez eu un parcours idéologique? Apéro, saucisson, pinard. Natacha s'est venue une fois à rue 429. J'ai répondu, ils l'ont passé en une, la même chose, c'est la seule fois, parce que franchement, on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais il y avait un article dégueulasse, une chronique dégueulasse qui m'accusait de la dérive vers l'islamophobie. Or, vous savez, moi, je sais ce que j'ai vécu au Liban, j'ai vécu 20 ans de ma vie au Liban, je sais ce que c'est. J'ai effectivement participé à cela pour à discuter avec eux pour une raison très simple. Et on le voit, c'est-à-dire riposte laïque et les identitaires, parce que je trouve, vraiment, je suis pour la liberté d'expression. Et c'est très marrant, ces gens-là n'ont pas la liberté d'expression. Ce sont juste des gens qui prônent des valeurs extrême droite, d'exclusion, en tout cas pour ce qui concerne le bloc identitaire. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, de mettre votre notoriété, votre surface médiatique au service de l'expression de... Je vais vous dire, soyons clairs, là aussi, je n'ai pas touché un sou, je n'ai même pas signé le contrat. Vous vous faites couillonner par tout le monde. C'est pas une question d'argent. Non, je ne me suis pas fait couillonner, j'étais très heureux. Non, juste un mot, j'étais content de le faire et je ne renie absolument pas ça. J'ai fait une préface où j'ai dit tout ce qui me sépare de riposte laïque et des identitaires, mais j'ai ajouté aussi, donc ce n'est pas au service, mais j'ai ajouté aussi que oui, je mets ma notoriété au niveau de la liberté, au service de la liberté d'expression. Parce que je pense que la liberté d'expression, en ce moment dans ce pays, elle n'est plus du tout ce qu'elle était. Il y a quand même une espèce de, je dirais pas, en ne disant pas politiquement correct, mais une espèce d'aura, de doxa médiatique. Et la Ligue des droits de l'homme, c'est certains hommes. Vous savez, c'est les deux poids, deux mesures. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est les deux poids, deux mesures. Après, on peut avoir les opinions qu'on veut. Mais ceux-là n'ont pas droit à la parole, ceux-là ont droit à la parole. Et je vous assure que c'est ça, c'est tout. Moi, c'était ça, mais si vous lisez le livre, vous lisez ce que j'ai écrit, je les attaque souvent dans des choses où je ne suis absolument pas d'accord. Mais c'est Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour le dire. Enfin, ça, c'est facile. Qui dit des choses aussi extrêmes que Bloc Identitaire, par exemple, et qui a plus voix au chapitre que Bloc Identitaire? Mais là, je vais vous dire, personne ne connaît, personne n'écoute les blocs identitaires. Simplement, moi je dis aujourd'hui, ils ne sont plus du tout ce que certains étaient il y a 10 ou 15 ans. Je vous signale qu'il y a des gens qui évoluent. La page d'accueil de leur site aujourd'hui même, vous avez des affiches qui sont en train d'être fabriquées qui disent Mohamed Merah, assassin, multirécidiviste, etc. Est-ce une chance pour la France? Excusez-moi, c'est pas Attendez. Attendez. Oui, André Berkoff, ne nous prenons pas pour des idiots. Soyons respectueux l'un de l'autre. La fin du message, c'est est-ce une chance pour la France? Sous-entendu, l'immigration, alors que c'est un Français, hein, je le rappelle au passage, l'immigration est-elle une chance pour la France? Donc on fait un amalgame direct entre un individu et toute l'immigration qui serait un danger pour la France. Vous ne pouvez pas me tenir comptable, je ne suis pas des identitaires, je n'ai jamais été. Vous avez mis votre notoriété en revanche, j'ai mis mon nom sur un livre de discussion et je vais vous dire quelque chose. Dans la résistance, moi je me rappellerai toujours de ça. Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, il était antisémite et maurassien. Dans la résistance chez De Gaulle, vous aviez autant de maurassiens d'extrême droite que de gens de gauche. Et il ne faut pas croire, parce qu'on nous a raconté ça pendant le truc, que la résistance, c'était uniquement des gens de gauche. Non, c'est totalement faux. Alors. Deuxièmement, non, je vais vous dire, c'est-à-dire que ce qui compte chez les gens, ce n'est pas d'où ils viennent, c'est où ils vont. Et moi, je laisse ouvert le bénéfice du doute. Justement, voilà. Écoutez, quand on voit l'amalgame, le lien direct qui est fait sur ce site entre
l'affaire Mera et l'immigration en général, on voit bien où on va. Oui, mais débattre de la question des apéros saucissons pinard et de ce que ça signifie derrière sur la question de la laïcité est intéressant, d'autant plus que ça peut amener à distinguer justement entre les véritables défenseurs de la laïcité et les véritables islamophobes, parce qu'il y en a. Pu faire un livre dans lequel il débat de tout ça sans forcément, encore une fois, mettre sa notoriété au service de riposte laïque ou de bloc identitaire. Je ne l'ai pas mis au service, Audrey. J'ai discuté avec eux et encore une fois, je demande qu'on voit le livre et qu'on voit mes positions dans ce livre. Allez, on clôt le débat là-dessus à l'évêque. Le problème de Céline, c'est que, bon, tout le monde sait, c'est un immense écrivain, un des plus grands écrivains du XXe siècle et de notre temps. Et puis, il a été une parfaite crapule pendant un moment où c'était assez nocif et assez terrible d'être une crapule. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il a dit des choses, c'est que ses écrits avaient une influence sur la réalité. Voilà, c'est ça le problème de Céline quand même. Il faut pas oublier que ces paroles ne s'envolaient pas. Elles étaient écrites, elles étaient écrites dans des journaux. Elles avaient vraiment, comme le dit Ruth, une influence. Moi, j'aimerais bien qu'André lise un petit extrait. J'en ai un aussi, allez-y. Oui, non, simplement, je voudrais rappeler qu'en 41, parce qu'il dit qu'il ne s'est jamais manifesté pendant la collaboration entre 40 et 44, qu'il n'a rien fait. Or, il y avait, vous savez, la fameuse exposition Les Juifs et la France, qu'on a tous vue dans les actualités. Avec les mains crochues, les mains crochues, voilà. Et il écrit au capitaine Sézy, qui organise l'exposition, en disant, écoutez, capitaine, je suis allé voir cette exposition, elle est magnifique, mais je comprends pas, il n'y a pas mes bouquins. Or, si quelqu'un a défendu cela et a dit ce qu'il fallait dire, c'est moi. Donc, il est très, très... Il est impliqué. Il est impliqué. Alors, par exemple, il a écrit Bagatelle pour un massacre en 37, il a écrit L'école des cadavres en 38, et il a quelques phrases du type... Et les Baudrans en 42. Attention. En 42. Eh oui. Les Baudrans, en plein dans la bonne période. 41 ou 42, les Baudrans. C'est pas avant la guerre. Mais c'est un immense écrivain. N'enlevons pas ça. La preuve, les Juifs sont des monstres, des hybrides, des loups tiraillés qui doivent disparaître. Dans l'élevage humain, ce ne sont que bâtards, gangreneux, ravageurs, pourrisseurs, etc. etc. C'est ce qu'on dit, oui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et ça c'est très français, c'est que on est dans une situation politique, internationale, nationale qu'on connaît, et tout d'un coup on se lance dans ce truc-là, dont on sait que ça va faire un débat qui va mal tourner, parce que le débat, il tourne mal. Il a toujours existé ce débat. D'une certaine façon, il a été réglé. Mais à quoi ça servait de se lancer dans cette célébration? Sauf que Guy, ce n'était pas l'année Céline, c'était l'année liste, on célébrait tous les gens morts ou nés en sorte. C'est pas l'année Céline. Un petit peu de discernement quand on constitue une liste, ça fait pas de mal quand on est ministre de la Culture. La liste de Schindler? Non. Je pense à Absatou, qui a beaucoup souffert, d'abord depuis longtemps, du racisme. Il y a une séquence aussi dans l'émission où on voit Vincent qui discute avec elle, qui est en train de lire tous les messages. Vincent Thirouti, en train de lire tous les messages de haine qu'elle reçoit tous les jours. Voilà, cette douleur-là, moi je pense. C'est dégueulasse. Mais attendez, ça c'est ignoble. Dites-moi me le dire. Gilles Verdez, alors il faudrait que vous gifliez Coluche. Mais oui. Quand Coluche disait... on n'a pas le droit de dire la France aux Français. C'est pas du tout la même chose. Arrêtez. André, vous délirez. Quand Pierre Desproges disait... Excusez-moi, t'es un humoriste. Vous délirez, là. Pas tous en même temps, les chéris. La liberté d'expression, elle ne s'arrête pas à vos caprices. La liberté d'expression est entière, on n'existe pas. Mais vous ne faites pas la différence entre un homme sur scène quand vous dites des conneries, on est très content d'entendre vos conneries. Quelquefois, je pourrais dire, le tribunal de l'intelligence pourrait condamner Delormeau pour son dernier neurone. Non, je ne alors. Voilà. Il est bon. Ça suffit. Juste les chéris, un peu d'oxygène pour André, parce que là... Là, le gars, j'ai l'impression qu'il fait un débat, mais sous l'eau, frère. Il est complètement, mon gars. Il est comme ramenez-lui une bouteille d'oxygène, un délire, un bail. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, vraiment pas. J'aimerais avoir l'avis des téléspectateurs, s'il vous plaît. Et Géraldine Maillet d'abord. Alors oui, doit-on doit-on encore inviter Éric Zemmour sur un plateau télé? Non, pour voilà. 69%. Alors Bercoff, alors, tu faisais, écoute-moi bien. Écrase Bercoff. Attends. Ernest, tu fermes ta gueule. Ferme ta grosse gueule de con. Je vais dire pourquoi. En 44, Ernest, il y avait l'IFOP. Pétain faisait en 44, 95%. Tu m'en vas, Bercoff. Arrêtez tout. Non mais il est professeur de journalisme, ce con. Oh putain. On n'insulte pas. Ça n'est pas dans nos manières. Non, ça ne nous ressemble pas. On n'insultera jamais. Vous êtes quoi? Non mais vous présentez quoi? Journaliste de rue. Ah d'accord, ok. Bon, alors, Schwarentoven,
Il y en a eu combien déjà des discussions? Je ne connais pas ça. Franchement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Non, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Est-ce que vous pensez que Israël devrait partager les recettes de Tarma 2, vous savez, le gisement gazier qu'ils ont trouvé au large d'Israël avec les Palestiniens? C'est des questions que je ne connais pas. Non, vraiment. Je ne peux pas vous répondre à des questions comme ça. Mais en théorie, est-ce que vous pensez quand il y a... Quand je connais... Non, je vais vous dire un truc. Quand je ne connais pas le problème, je ne réponds pas. Je ne réponds que sur ce que je connais. C'est pas un problème, en fait, personne n'en parle. Mais Israël a trouvé d'énormes ressources gazières. Je veux dire, si vous êtes journaliste, vous savez ce que c'est. Oui. Envoyez-moi le dossier. Je sais absolument pas, j'ai jamais entendu parler de ce gisement gazier. Je ne vais pas répondre comme ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a besoin de savoir plus que ce que je vous en dis? Oui, parce que justement, la plupart des gens, moi je ne parle que... J'essaie de parler que ce que je connais. Et la plupart des gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas en fonction d'idéologie ou de préjugés. Bon alors mettons, on trouve un gisement de diamants à Gaza. Est-ce que ce serait pour les Gazaouites ou pour les Israéliens? Si c'est à Gaza, c'est pour les Gazaouites. Donc maintenant, la partition est faite en définitive. Ouais. Ce qui est à Gaza appartient aux Gazaouites. Au Moyen-Orient, je vous ne dis jamais c'est fait, tout est possible. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Pas du tout. Est-ce que les hommes politiques devraient dire quand ils sont francs-maçons? Je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, je suis pour la liberté. Donc il n'y a pas d'agenda secret, vous pensez? Ça c'est du complotisme, cher monsieur. Et on n'a pas le droit d'être complotiste? Non, le complotisme... on a le droit d'être complotiste si on a des faits. S'il n'y a pas de faits, non. Mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de francs-maçons chez les politiques. C'est possible, alors. Comme il y en a dans la haute administration. Vous avez des francs-maçons avec des idéologies différentes, de droite, de gauche, dont les conflits d'intérêts, vous ne croyez pas qu'ils sont en train de s'arranger dans... Donc ils devraient le dire s'il n'y a pas un problème à l'être. S'ils n'ont pas une... C'est leur problème. Moi je ne suis pas, donc je ne connais pas. D'accord, merci bien. Une histoire, on le rappelle, qui a ému toute la France et même dont on a beaucoup parlé dans le monde, mais on s'est posé aussi beaucoup de questions. Sur un samedi 26 mai 2018, vers 19h50, où un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, aurait chuté du balcon de son logement, du logement de ses parents, au 6e étage, pour tomber un étage plus loin et se soit rattrapé à la rambarde. Et là, il était accroché à la rambarde et un jeune migrant malien sans papier, Mamoudou Gassama, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à main nue et remis l'enfant à l'abri. Acte de bravoure qui avait valu l'admiration pour Mamadou Gassama. On se rappelle que 48 heures plus tard, lundi 28 mai, Emmanuel Macron a annoncé la naturalisation française de ce Malien et il lui a proposé d'intégrer les sapeurs-pompiers. Nous, on ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé ou pas derrière. Ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire avec un certain nombre de scientifiques, c'est de savoir s'il est possible qu'un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, puisse chuter d'un étage et se rattraper pratiquement sans égratignure ou pas avec ses tongs, comme ça, et qu'il soit ainsi ramassé, et tant mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que c'est possible? La question, elle est fondamentale. Et vous savez, c'est très simple. Albert Londres, qui est l'ancêtre des journalistes, l'ancêtre de tout bon journaliste, avait dit que le rôle du journalisme est de porter la plume dans la plaie. Nous, on pose des questions. Alors, Général de Villiers, on est très heureux de vous accueillir. Parce que, justement, je ne pense pas que vous l'avez fait exprès, mais vous tombez quand même... Il faut en parler sans parler d'actualité immédiate, mais quand même, on est au sein d'une crise de confiance, sans parler de sécession et de guerre de sécession. Il y a des choses qui se passent qui sont quand même assez graves. Et vous racontez vous-même que c'est après avoir écrit Servir que vous êtes parti un peu partout en France, vous avez fait un tour de France, on peut dire, vous avez rencontré beaucoup de gens, et vous racontez justement ce livre, Qu'est-ce qu'un chef, qui vous a amené à préciser un certain nombre de choses. Et un chef, vous l'avez été ô combien, puisque vous avez été, après une carrière militaire très très riche, vous avez fini chef d'état-major des armées. Mais alors, général, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression justement, pour la poser très brutalement, y a-t-il un chef dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un chef en France? Un vrai chef? Alors c'est intéressant cette question parce qu'à un moment dans le livre, je dis les Français se posent cette question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc on est au cœur de mon sujet. Oui, et je rappelle que Laurent Alexandre a aussi fait un livre il y a quelques années, il y a 3 ans, il en a fait plusieurs, mais un livre, moi, que j'avais reçu, qui m'avait beaucoup interpellé, c'était évidemment La guerre des intelligences, et il parlait déjà, et de façon très précise, de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Mais auparavant, Laurent Alexandre,
On est quand même aujourd'hui, il paraît, la journée la plus chaude de l'année en France, disent les météorologistes, et surtout de cette formidable presque doxa qu'on entend, là, c'est plus possible, c'est l'apocalypse, on a reculé, comme vous le savez, comme si c'était vraiment Koh-Lanta et 300 000 morts sur les routes, la date du brevet, de passage du brevet, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, cette espèce de dire, ça y est, c'est fini, vous avez entendu à la radio, à la télévision, des gens qui disent 3 milliards de personnes vont mourir en 2050 si on ne fait pas attention, et même avant, qu'est-ce qui se passe? L'écologie raisonnable, l'écologie scientifique est morte. Elle a été remplacée par une collapsologie apocalyptique. Et quand on dit qu'il va y avoir moins de 4 milliards de morts dans les années qui viennent, on est un salaud, on est une ordure, on est un climato-négationniste, pour faire référence à la Shoah. Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... Franchement, la malédiction des peuples arabes, ça a été depuis 50 ans d'être entre le marteau des dictatures et l'enclume des islamistes. Ça a été ça le paysage. Et que si la Tunisie donne une alternative en dehors de ces deux pestes, eh bien c'est formidable. Et vive la Tunisie si elle arrive à montrer la voie. Et vive les Tunisiens. Alors Jacques Attali, moi ce que je voudrais dire au départ, c'est que il y a des gens qui vous aiment. Je fais partie, il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui sont indifférents. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que vous vous êtes attelé, et de façon assez passionnante, à des tas de domaines. Je voudrais les citer, parce que vous avez écrit combien de livres, Jacques Attali? Presque 80. 80 livres, d'accord. Et sur ces 80 livres, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez fait des histoires longues. C'est-à-dire que Jacques Attali a fait sur la musique, sur la médecine, sur la mesure du temps, de la propriété, du nomadisme, de l'amour, de la mort, de la géopolitique, de la technologie, du judaïsme, de la modernité, des labyrinthes, de la prévision, de la mer et autres. Il a fait ce que j'appelle des histoires totales, c'est-à-dire qu'il s'est emparé des éléments historiques, des éléments constitutifs de tous ces domaines, et il les a explorés jusqu'au bout. Et c'est ça qui est très spécifique. On parle évidemment du Conseil spécial Mitterrand. On parle, je le dis aussi, vous êtes fondateur de 5 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, la BERT, Positive Planète et Micro. Et ça, c'est très important, les micro-entrepreneurs, le microcrédit. Vous avez apporté votre appui, enfin, la microcred à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Et donc, vous avez vraiment exploré jusqu'au bout. Et personne ne peut vous reprocher, on peut adhérer à vos positions ou pas, mais personne ne peut vous reprocher de n'être pas allé jusqu'à l'os. Et vous venez de le faire aussi, on va parler avec cette histoire de l'alimentation, parce que là, alors, vous remontez, mais vraiment, vous remontez aux singes, vous remontez à nos grands ancêtres. Absolument. J'essaie d'expliquer la naissance de l'espèce humaine, qui naît d'ailleurs de l'alimentation, parce que c'est en changeant d'alimentation que l'humanité change de visage, commence à ingérer des choses plus faciles à digérer, donc fait diminuer la taille de l'intestin et augmenter la taille du cerveau. Et c'est par ce changement de l'alimentation que progressivement les humanoïdes deviennent des humains et entretiennent entre eux du langage. Et un des points centraux de ce que je crois avoir découvert, c'est qu'il y a un lien très profond entre le langage et l'alimentation. Oui. On mange en conversant, on converse en mangeant, et aujourd'hui la disparition de la dimension de conversation autour du repas, avec la disparition du repas, est un point extrêmement grave de nos évolutions. Oui, on va en parler d'ailleurs du fast-food et tout ce que ça a introduit, mais auparavant, Jacques Attali, c'est étonnant, parce que moi, en lisant cela, on a retrouvé des traces de quoi, je ne sais pas, de 100 000 ans, On a des traces à 500 000 ans, puisqu'il y a 500 000 ans, on sait maintenant que ce que mangeaient les Chinois, et quand il y a des pages que j'aurais aimé écrire, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, et on Vous m'avez dit qu'il y avait des tas de pages que vous auriez aimé écrire. Oui, non, sur le fond. On peut dire quand même que vous avez été l'artisan de 2 présidents de la République, ou presque. Vous avez introduit François Hollande à l'Élysée. On le sait, je suis aussi bien placé pour le savoir, n'en jetons pas. Et puis, vous avez quand même pris un certain Emmanuel Macron comme secrétaire général de la commission Attali. Oui, enfin, il était secrétaire général adjoint, et c'est en effet, il était un des principaux rapporteurs. Je l'ai trouvé tellement intelligent et brillant que je l'ai présenté à celui qui avait été en effet mon autre collaborateur antérieurement, qui était François Hollande, et on connaît la suite. Alors, vous êtes content du résultat ? Moi, je pense que c'est le moins mauvais possible dans la situation politique française aujourd'hui. Je préférais qu'on ait une opposition entre la gauche et la droite, parce que je suis un démocrate très traditionnel, et j'aime bien quand il y a une gauche et une droite. Mais dans la mesure où on a une réduction à une opposition entre
Emmanuel Macron et le Front National, ben moi, je veux pas du Front National. Voilà. Donc, dans ce contexte politique-là, je pense que c'est le moins mauvais résultat possible. Et vous avez dit d'ailleurs, en fait, que les Gilets jaunes, c'est le témoignage d'une crise. Les Gilets jaunes, c'est plusieurs choses. C'est évidemment une crise très profonde. Je respecte, je l'ai dit tout de suite, je respecte ce mouvement avec beaucoup de sérieux, je le prends très au sérieux. C'est la crise de la classe moyenne, c'est la crise d'une partie de la classe moyenne qu'on voit pas, parce qu'on s'intéresse beaucoup, et moi, dans la fondation que je m'occupe, on s'intéresse beaucoup aux quartiers, aux banlieues, mais c'est la classe moyenne des territoires oubliés, des campagnes qui est en cause. Des périphériques. Et ça rejoint d'une certaine façon ce livre dont nous parlons, parce qu'une des premières choses qu'ont demandé les Gilets jaunes, c'est de se retrouver pour manger autour des ronds-points. Ça veut dire à quel point la nourriture et la conversation est essentielle. Merci Jacques Attali. Les Che Guevara de l'État islamique. Voilà, exactement. Alors Thierry Bolton, d'abord je rappelle, et je dis ça aux personnes qui s'y intéressent, vous avez fait une formidable histoire mondiale du communisme en 3 volumes, que j'ai chez moi et que je souhaite vraiment, je dis aux auditeurs de Sud Radio qui s'intéressent à cette question, qui n'est pas mince, vous avez fait un travail de 10 ans, vous avez fait un travail formidable de documentation, d'analyse, et vraiment c'est une somme. Et puis là, vous sortez le négationnisme de gauche. Alors je rappelle que on traite en général de négationnistes ceux qui disent que la Shoah, ça n'a pas existé, ou un détail de l'histoire, ou ceci ou cela, les Forissons, des tas de gens, puis d'autres qui disent oui, camp de concentration, il n'y avait pas beaucoup de monde, etc. Mais vous, justement, et c'est intéressant, vous évoquez évidemment tout cela, mais vous dites qu'il n'y a pas que les négationnismes du côté nazi et ou du côté fasciste. Vous dites qu'il y a aussi les négationnismes de tout ce qui s'est passé, notamment en URSS, pendant près de 50 ans, sinon 70 ans. Alors, c'est quoi le négationnisme? Le problème entre Saddam Hussein et Bush, je vais vous dire. Bush ne massacre pas son peuple. Saddam Hussein massacre son propre peuple. Alors moi, il faut quand même savoir, il y a des hiérarchies quand même dans les trucs. C'est-à-dire que si il n'y aurait pas aujourd'hui, imaginez comme ça, un Bafi soudanais, un Bafi irakien, un Bafi cambodgien, un Bafi birman, on lui aurait déjà coupé les oreilles et la queue. Mais il faut jamais oublier ça. Si on peut se permettre aujourd'hui, vous, moi, lui, elle, d'être ici, en train de parler, y compris de conchier les Américains, c'est parce qu'on a la marge de manœuvre. Faut jamais oublier, c'est important. On ne se réveille pas demain avec la police à la porte. C'est ce que disait Malraux, pas de liberté, vous pouvez le lire tous les jours dans les journaux. Voilà. Exactement. Donc il y a de la liberté. Faut pas l'oublier, ça. C'est important. Vous parlez dans votre bouquin, vous parlez de la guerre d'Irak, etc. Les armes de destruction massive, on ne les a pas trouvées. Alors vous dites, vous avez évidemment, c'est facile à dire, vous dites les armes de destruction massive, ce sont les hommes. Oui, d'accord, enfin ça justifie, Thierry, ça justifie toutes les guerres préventives. C'est-à-dire qu'on peut aller attaquer demain la Russie, la Tchécoslovaquie en disant leurs armes de destruction massive, ce sont les hommes. Thierry, une chose très simple, je vais pas revenir. Cambodge, 2 millions de morts, c'est la destruction massive ou pas? Oui. Rwanda, 1 million de morts, destruction massive ou pas? Oui. Ben, je vais vous dire, j'ai besoin de coupe-coupe et de machettes, et de revolvers. J'ai pas besoin de donc un mec, je voulais dire, c'est qu'un pays qui possède des machettes peut être attaqué aujourd'hui au titre d'une guerre préventive. Un dictateur sanguinaire qui peut utiliser les machettes contre son peuple ou le peuple environnement, moi je le dis, peut être attaqué préventivement. En tout cas, il doit vivre avec la gousaille au cul et la peur au ventre, en se disant peut-être demain, si je continue à massacrer, ils vont m'arriver dessus. Et bien rien que cette peur au ventre, elle est bénéfique. Vous êtes pour une police mondiale. Votre République mondiale, elle aura une police mondiale. Oui, comme c'est l'ONU, comme dans toutes les républiques. L'ONU qui vient de nommer la Libye à la direction de la Commission des droits de l'homme. L'ONU qui est moitié association de malfaiteurs, moitié association démocrate. Je veux dire, l'ONU, très bien, mais quand c'est un pays, une voix, moi je veux savoir si ce pays, on peut faire du Hardisson, du Bafi, du Smaïn ou du Presburvik sans se retrouver les oreilles et la queue coupées et en prison le lendemain. C'est ça mon critère. Basta. C'est tout. Alors, là... Presburvik, oui, tu peux en faire du Presburvik. Apparemment, le tableau que vous faites de la situation, en tous les cas en France en ce moment, est extrêmement pessimiste et noir. Donc, quel va être le déclic? Moi, je crois que ça dépendra des gens. Je pense une chose, simplement. Avant mai 68, il ne faut jamais oublier que mai 68 a été faite, il n'y avait pas de chômeurs. Le gâteau était grand, les miettes pouvaient nourrir. Aujourd'hui, le gâteau sera petit. Il vous a pas échappé qu'on allait dans le mur, quand même, là. Quoi? On est dans le mur? Oui, on est dans le mur. Ah bon? Ah ouais, d'accord. En tout cas, écoutez, vous êtes en bonne santé, tout va bien. On a construit un mur avec le capitalisme, on fonce dedans. Donc, c'est que vous préférez quoi?
Moi, je suis prêt. On va ni dans le mur, ni on fonce dedans. Ça, c'est des slogans, ça, c'est des formules. C'est très bien, les formules du Café du Commerce, mon cher Christophe. Mais non, mais il y a des gens qui travaillent pour consentir. André, tout à l'heure, c'est lui qui sera dans ce fauteuil. Et vous pourrez... Mais de dire, simplement le fait de dire, c'est désuet, alors là, parce que vous parlez de quoi, en fait, des idées de solidarité, de partage, Pas du tout. Mais c'est quoi, mais c'est économiquement que je disais pour les années 30, 40, 50. Vouloir partager le gâteau, non, ça c'est pas... Partager le gâteau avec le prix, on le paye comment? Ça c'est très facile, vous venez, vous dites pas cher. Je veux mais un gâteau, il existe, il est comme ça. Mais le gâteau, il n'existe pas. Mais il y a un gâteau. Il est foutu ton gâteau. Il y en a un qui a une part. Toi tu es là, tu fais ton mais il y en a un qui a une part comme ça. Et ben on réduit sa part en deux, c'est pas compliqué. Ouais, il est con là, ce type là-bas. Quel connard. Il y a un gâteau, il est content, il y a un gâteau. Il va le payer le gâteau. Tu sais qu'il va le payer. Il est payé le gâteau. Il est payé le gâteau par le travail et pas par le capital. Il est payé le gâteau, mais oui. Une fois qu'il ait participé à certains bouquins, c'est nul. André Berkoff, tout à l'heure. Encore une fois, voilà, la bonne petite gauche classique. Mais ça y est, en le cherchant, on va finir. Il y a le vrai Berkoff qui est en train de... Le vrai Berkoff, il a été à gauche bien avant toi et il est toujours de gauche. Simplement, il ne fait pas du Café du Commerce. C'est la gauche lucide et réaliste maintenant. Non, le gâteau n'existe pas. Enfin, qui va payer le gâteau? Mais de l'île, ceux qui ont du pognon. Mais oui, allez, prenons le pognon, les gars. Allez, prenons le pognon. Industriel détruit depuis 15 ans. J'en ai vu des débats, mais celui-là, il me plaît bien. Il y a des pages que j'aurais aimé écrire, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Vous m'avez dit qu'il y avait des tas de pages que vous auriez aimé écrire. Oui, non, sur le fond. Je fais partie des idiots désuets, ridicules. Je fais partie des gens qui aiment bien payer des impôts sur eux. Moi, je suis content. Aussi. Voilà. Je vais vous dire bon, une chose. Et ben alors, on va le prendre, nous, le pognon. Voilà. Eh ben, sur ta feuille d'impôt, Berkoff. Il est formidable. Il découvre qu'on paye des impôts. On va le prendre, Mais nous, le pognon. Mais tu as des gens qui n'ont plus de boulot. Ah, si ils n'ont plus le chômage. Mais si j'étais président, mais je le taxe de 25% en plus. Quand je pense tous les mecs qui vont le voir pour écouter ça, putain. Ils payent en plus. Et ils payent en plus. Il y a des mecs qui achètent ton bouquin. Vous ne pouvez pas lui faire payer plus sur sa feuille d'impôt, puisque de toute façon, il gagne pas un rond. On lui donne pas son argent. On me paye pas. Ventose, ou même d'ailleurs Tatiana Ventose, plus précisément, c'est l'invitée d'André Berkoff. Elle est youtubeuse politique, elle est porte-parole du mouvement politique V pour vivre, et elle nous présente le livre dont elle est co-auteure avec Greg Tabibian. Ce livre s'appelle Jusqu'ici, tout va très mal, antidote au chaos politique, et c'est publié chez Plomb. Alors Tatiana Ventose, bonjour. Vous avez laissé pantelante et presque agonisante et en coma prolongé dans le métro suite à une agression, non, je sais. Et vous en aviez parlé très très bien ici, à Sud, dans Berkoff, dans tous ses états. Et là, vous donnez un livre, je dois dire, vraiment, qui m'a fait beaucoup, et non seulement rire, vraiment, on en a besoin là. Quand je disais lisez Ventose, c'est parce qu'en ce moment, franchement, eu égard à ce qui se passe, il est drôle, il est marrant, et puis il parle d'un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, regardez, non mais il y a quand même beaucoup d'insolence. Par exemple, je relève des titres. Macron, le mec qui boirait un bidon de glyphosate pour pouvoir pisser sur ton pays. Franchement, vous manquez de respect envers le président de la République. Attendez, et j'ai trouvé encore mieux, j'ai trouvé dans ce moment... c'est peut-être lui qui manque de respect aux Français. Hein. C'est vrai. En tout cas, il y a énormément de choses très très drôles. Il y a effectivement le côté livre internet, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, les mémoticons, etc., les images et tout ça. Alors d'abord, vous dites jusqu'ici tout va très mal, mais ça peut s'améliorer alors. Ah bah rien n'est jamais perdu, sinon autant se tirer une balle tout de suite. On va évidemment, là c'était un livre pour poser d'abord comment on se fait avoir depuis notre naissance déjà, sûrement depuis plus longtemps. Pourquoi les alternatives ou ce qu'on nous vend comme étant des alternatives font plutôt partie du problème. Mais la troisième partie du livre est quand même consacrée à l'exposé de solutions, ou en tout cas d'une ébauche de solutions. Alors Tatiana Ventose, justement, on va un peu inventorier le livre, pas tout ouvert, il faudrait des heures, mais enfin il y a quand même des choses très 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 fortes. Et alors justement,
parlons un peu de l'état des lieux, qui n'est pas effectivement grandiose, qui n'est pas glorieux. Mais vous, quelles sont les choses, vous et Greg Tabibian, quelles sont les choses qui vous font le plus réagir, qui vous ont fait le plus réagir dans ce qui se passe. Dans ce qui se passe depuis ces derniers mois, parce qu'on a quand même on a fini d'écrire le livre le 17 novembre, pour la petite anecdote d'ailleurs. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas avec les Gilets jaunes ce jour-là, mais on y est allé la semaine suivante. Et je voudrais donner juste un chiffre, un seul. 42. Vous savez quel sera dans les 4 ou 5 ans la plus grosse dépense du budget français? Vous savez ce qu'elle sera? Beaucoup plus que l'éducation nationale, le remboursement de la dette. Ouais. C'est tout. Ouais, basta. Bien. Alors, André Berkoff, on va finir de vous énerver parce que votre livre est déjà bien énervé, c'est ce qui fait son charme. Je vais vous montrer une lofteuse qui s'appelle Kenza, donc vraiment qui a vraiment aucune légitimité pour s'exprimer et qui parle donc de la guerre en Irak. Vous me direz, elle est née en Irak en même temps. On va regarder. Manito di Serge, là, je connais. Je suis irakienne, enfin aujourd'hui je suis française depuis mes 18 ans, mais je confirme que c'est un dictateur, bien sûr. Et malheureusement, mais ça donne pas le droit. Mais ça donne, on a donné toutes les possibilités en 91. Non. Quand il a démarré la guerre en 90, on lui a donné toutes les possibilités pour une négociation. Il a attaqué le Koweït. Pour là, ça fait 12 ans qu'on lui dit, si tu donnes les preuves depuis le 21 avril 91 que tu as tout désarmé, on lève l'embargo. Mais l'Irak est désarmé à 95%, il reste 95%. C'est pas les 5%. Scott Ritter, Romain, vous savez bien, Scott Ritter, qui a été un inspecteur de l'ONU, il était en Irak pendant 7 ans. Il s'est fait virer. Il était assis ici. Et il s'est fait virer. Il a oublié simplement de dire ici, à cette table, qu'en 98, il s'est fait virer et que de 98 à maintenant, qu'est-ce qu'a fait Saddam Hussein? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez qu'on a abordé toutes les solutions, en tout cas possibles et imaginables, avant d'attaquer l'Irak? Mais comment vous pouvez dire ça? On leur a proposé tout. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen en 98? De renvoyer les inspecteurs, dont Scott Ritter. Donc en 98, il se met hors la loi. Et à partir de 98, bien sûr... Laissez-la répondre. Ne soyez pas bouchiste, laissez-la répondre. Déjà par galanterie, Déjà. Donc la question c'est est-ce qu'on a essayé tous les moyens? Donc vous êtes pour cette guerre, en gros? Je suis pour la guerre contre Saddam et pour la paix pour le peuple irakien. Et vous pensez qu'il n'existe pas d'autres moyens Mais on les a tous essayés, non, on a tout essayé. Vous pensez qu'avec toutes les avancées technologiques et avec tous les renseignements généraux que Bush a en sa possession, il n'a pas pu, depuis pas mal de temps, en tout cas depuis très longtemps, débarrasser l'Irak de Saddam? Vous proposez quoi? Je propose quoi? C'est pas à moi de donner les solutions, monsieur. Je suis désolée. Moi, je suis là. Vous proposez que Bush assassine Saddam Hussein, c'est ça? Non, mais Bush n'est pas du tout en train d'assassiner Saddam Hussein. Il est en train d'assassiner le peuple. En train d'essayer d'assassiner Saddam. Avant, vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu des bombardements sans victimes? Est-ce que vous connaissez des bombardements sans victimes, vous? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des bombardements sans victimes? Non, mais répondez-moi. Voilà. Alors j'imagine, André Berkoff, que quand vous voyez une lofteuse qui donne son avis comme ça, enfin elle est irakienne en même temps, mais ça vous énerve ça de tout? Surtout opposé à Eric Cantona, quoi. Ouais. C'est vrai que ça lui ressemble. Moi j'ai en tout cas retenu une petite phrase de Kenza dans son portrait dans Libération. Ouais. Elle a dit simplement une chose: si j'étais resté en Irak, et j'avais pas quitté l'Irak, si j'avais été resté, je serais aujourd'hui une grosse femme avec 12 enfants. Elle l'a dit, vous avez raison. Bon voilà. André Berkoff d'une lâcheté. Alors lâcheté, dites-vous aussi, André Berkoff face à José Bové. Vous dites que c'est un mec, il a démonté des McDo, mais enfin c'est quand même pas la prise de la Sierra Maestra, hein? C'est un Che Guevara génétiquement modifié. Ouais. Je dis ça parce que je veux pas parler de José Bové aujourd'hui, il est en prison. Ouais. Et vraiment un type en prison, on a rien. Surtout qu'il nous regarde là. On attend, oui, non mais on attend qu'il sort. Ouais. Mais je ne change absolument rien à ce que j'ai écrit dans mon livre sur lui. Ouais. Je crois franchement qu'on a besoin d'autres combats que ce combat-là, d'autant plus. Et je le dis ici parce que personne n'en a parlé dans la presse française. Il y a eu une interview de José Bové senior, car vous savez que José Bové a un père qui est ingénieur agricole. Oui. Et le père, en substance, a dit, j'adore mon fils, c'est un type très sympa, mais c'est un con, il n'a rien compris aux OGM. Il l'a dit, on peut retrouver le papier, je vous trouve les trucs. Alors, moi sur les OGM, j'ai pas d'avis. Je dis pas comme notre ami Bedos, ça y est, les OGM, c'est du poison. J'aimerais savoir. Non, il y a un truc que vous devez savoir, c'est qu'avec les OGM, on est obligé de racheter chaque année les semences dans un trust américain type Monsanto, au lieu d'utiliser le maïs qu'on n'a pas bouffé. Si on laissait faire des OGM ici, on n'aurait pas Monsanto. Oui. On l'emmerde, pardon, Monsanto. Moi, je ne suis pas du tout obligé de passer par Monsanto. On passe par Monsanto parce qu'actuellement, il y a un moratoire sur les OGM en Europe. On ne peut pas en parler. Je dis simplement ceci, ce que disait José Bové senior. Je n'en connais pas plus. Il disait, si vous voulez un jour que les Africains cessent de crever de faim, il faudrait quand même regarder de ce côté-là. Or, pendant qu'on parle, comme vous le savez, il y a des enfants qui crèvent de faim tous les jours. Je sais. Voilà. Et puis alors, vous avez le moyen d'y remédier.
clé pour vous, je dirais, c'est la République mondiale. Regardez, blanchiment d'argent, trafic d'armes, trafic de prostitution, migration, tout ça se passe. Pourquoi? Parce que dans les paradis fiscaux de la planète, il y a des gens qui peuvent placer, dealer, et avec l'ordinateur, on le fait à la vitesse de la lumière. Bah oui. Et il n'y a pas de taxe Tobin pour en piquer un petit peu. Et voilà, mais il ne peut pas y avoir une taxe Tobin sur un seul pays. Il faut arrêter les Tobinistes, qu'ils arrêtent de nous gonfler. La taxe Tobin ne peut fonctionner que mondialement. Mondialement, oui, la taxe Tobin est bonne. Mais arrêtons de dire dans un pays, parce que les capitaux, ils foutent le camp, ils n'en ont rien à tirer. Ils s'en vont très très vite. Bah oui. Et quand Arlette Laguier dit « Nous entourerons de leurs bras puissants les coffres forts afin que l'argent n'aille pas », faut dire à Arlette que ça a un tout petit peu changé là, avec le... Hein quand vous parlez et même, personne n'est parfait, même Normalien. Ce qui n'est pas quand même négligeable. Je préfère Normalien à Énarque, moi d'ailleurs, mais pour des tas de raisons qui sont les miennes. Non, je voudrais te dire d'emblée d'abord que ce bouquin que j'avais abordé, j'avais entendu parler, mais je l'avais pas lu. Et d'ailleurs, Juan Branco vient de nous dire hors antenne qu'il a été écrit en juillet 2017 et il a rajouté des choses, on en parlera. C'est un des plus brillants et surtout d'un des plus lucides qu'on a écrit sur Emmanuel Macron, et Dieu sait si on a écrit des livres et des articles et des analyses sur Emmanuel Macron. Alors, Denis Robert, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît depuis longtemps, effectivement, on va pas raconter nos vies, mais actuelles et compagnie. Et on connaît, tout le monde connaît Tony Robert, notamment à propos de l'affaire Clearstream. Là, on va pas en parler longuement parce que je voudrais parler du plus récent bouquin. Mais cette affaire Clearstream, vous avez été accusé de tous les mots et ça a fini par un non-lieu en votre faveur. Et je peux vous dire que ce Papacito, les professeurs vont se précipiter sur ce livre pour le donner à leurs élèves et pour effectivement qu'ils le lisent tous. Pourquoi? Eh ben, je vais vous dire pourquoi. Regardez ce que écrit Papacito d'un certain nombre de professeurs. Comment une jeune merde tout fraîchement démoulé sur ce banc de fac par l'éducation nationale, pourrait avoir le moindre droit de se piquer de le retranscrire la burne médiévale. Enfin, comment? Il connaît pas, cet individu boursier, je répète, gauchisé par 20 ans d'éducation nationale, saturé en molécules d'oestrogène et de soja, comment il peut comprendre ce qu'a été le véritable Moyen-Âge? Pas celui de Fernand Latin, ni celui de la fac du Mirail, le vrai et pur Moyen-Âge comme il existe encore dans les coins reculés du Béarn, de Bourgogne, de Pays Basque ou de la Corse. Et alors vous dites, le professeur d'histoire de collège classique est souvent une merde fragilisée par 150 ans de République, option ping-pong, qui n'a jamais signé du nez après quelques bourrades ou mornifles agricoles sur le groin. Il n'a jamais éprouvé la violence du rugby, de la bagarre ou de la vie à la campagne. Il ne mange que rarement de la véritable nourriture, etc., etc. Alors, Papacito, franchement, vous faites exprès, là? Vous voulez pas vendre votre bouquin, quoi, c'est ça. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, non, ce qui est très vrai, c'est qu'on a laissé faire une espèce de décomposition totale et revient, et d'ailleurs c'est intéressant, parce que tout le monde a envie de voir revenir le temps des chevaliers. On voit très très bien regardez Braveheart avec Mel Gibson, tous ces films-là ont eu un succès fou. Pourquoi d'ailleurs? C'est comme par hasard, ce sont les Américains qui l'ont fait, parce que il y a une cause, il y a des combats, voilà, et de la gloire, au bon sens du terme. Après moi, par exemple, je me suis exprimé, tu vois, je vais mettre les pieds dans le plat, moi je me suis exprimé à plusieurs reprises, puisqu'on a l'injonction de devoir choisir un camp. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que quand je prends au Moyen-Orient les pays où les chrétiens sont le plus en sécurité, si je fais un constat froid, immédiat, le pays au Moyen-Orient où les chrétiens sont le plus en sûreté, c'est en Israël. Tu vois? Donc moi, en tant que chrétien, pour moi, ça suffit à plutôt avoir tendance à trouver que, voilà. Alors là, il y aura tout de suite, tu sais bien, 50 commentaires. Je sais, mais attends, il t'oublie tel pays. Ouais, je sais, mais en fait, les gens le savent, ça fait plusieurs années, à chaque fois je l'ai dit, chaque fois qu'on voulait me... Donc du coup, peut-être que je rends pas service à rien, parce que moi, pour le coup, je suis pas farouchement... En fait, je pense qu'ils font... ce que nous, on devrait adapter à la française, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une grosse cohésion, malgré tout, on est obligé de reconnaître qu'il y a une grosse cohésion entre eux. Certains appellent ça le tribalisme, d'autres diront un ultranationalisme, ce que tu veux. Et moi, je pense que c'est ce à quoi devrait tendre la France. Et s'ils nous dérangent autant et si on les critique autant, c'est qu'ils arrivent peut-être à faire quelque chose que nous, on n'arrive pas à faire, tu vois. Parce qu'on n'a pas la même, comment te dire, uniformité au niveau de la population, on n'a pas le même contexte. Et du coup, tu vois, en fait, moi, quand j'entends les gros discours nationalistes, ils tendent vers ça. Ils veulent faire un Israël français, donc en substituant tout ce que Israël fait sur le modèle français, tu vois, donc un pays qui soit assigné à une religion, avec des frontières inviolables, une police forte, un renseignement efficace, tu vois, là, le renseignement...
Quand tu vois qu'il y a un fichier S qui égorge un de nos gendarmes dans un Super U, alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en Vigipirate, qu'il y a de l'armée partout, tu vois, il y a peut-être des questions à se poser sur l'efficacité. Alors après, peut-être qu'ils ont plus de gens à gérer aussi, tu vois. Mais moi j'ai une certaine, je me questionne sur le modèle et je me demande est-ce que c'est si, diabolique que ça, je pense pas. Et Che Guevara de l'État islamique. Voilà, exactement. On a un exemple. Les mosquées salafistes, dont on sait qu'il y a des imams, et c'est sur Internet et partout, disent un certain nombre de choses très fortes. La femme, c'est comme pas habillée, c'est comme une monnaie de 2 €, on se la passe de main en main. La musique, c'est pour les singes et les porcs, etc., etc. Juste, je termine là-dessus. Je dis simplement qu'à un moment donné, il s'est passé quoi? Il s'est passé que il dit, il voit très très bien ce qui se passe. Vous avez vu le JDD sur la laïcité. On n'aime pas 80% et c'est lié quand même, des Français qui disent la laïcité est en train, non pas de s'éteindre, mais de diminuer. Il y a un véritable problème qu'on n'a pas voulu voir. Mais là, il le voit. Là, il le voit. Espérons qu'il le voit et espérons qu'il agisse. Alors, il va agir. Il y a bien un plus pour Cheminade. Qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un à voter Jacques Cheminade? Alors Cheminade, c'est très intéressant, c'est que je crois qu'on peut croire aux extraterrestres. Ah voilà. Ceux qui doutent des extraterrestres regardent Cheminade et se disent, lui, c'est peut-être un envoyé de l'au-delà. Je pense. Plus les moins, alors les plus, il agace, il remue, mais il fait le job. Ça, vous le pensez vraiment? Oui. Oui. Oui, oui, avec beaucoup de maladresse, beaucoup de conneries, beaucoup de choses qui l'ont. Mais grosso modo, oui, je pense qu'il a fait le job. Il a, avec François Fillon, nommé pour la première fois les mots du pays après 30 ans de sommeil organisé. En gros, il a montré du doigt là où ça faisait mal et où il ne fallait pas. Je veux dire qu'il est arrivé en même temps que la crise et il pouvait peut-être pas faire autrement. Mais les sanglots longs du Zemmour, pas tellement monotones, ne bercent pas mon cœur d'une langueur automnale. Parce que je reçois évidemment quelqu'un qui, vous savez, il fait jamais parler de lui, parce qu'il fait des bouquins un peu indolents, faut bien dire, un peu mou, quoi. Il se passe rien, il dit des choses comme ça. Et alors, ce qui est génial, je veux dire, moi, ce que j'aime chez Zemmour, à part que ses bouquins sont vraiment intéressants, après, il y a des choses pour eux, des choses contre, on va en parler. Mais ce que j'aime, c'est comment il provoque les chiens de Pavlov de manière formidable. Il y a ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. Et ça devient formidable. Quand j'entends un chroniqueur qu'on n'aura pas qui dit mais il faut l'interdire, c'est magnifique, j'ai entendu ça, mais sur les plateaux de télévision, il faut l'interdire. Et c'était les mêmes 68 arts qui disaient il est interdit d'interdire. Alors Éric Zemmour, vous avez publié ce bouquin qui se lit vraiment avec plus que des plaisirs, Le destin français. Ce qui est formidable, c'est vrai que moi-même, qui suis un impuits de science, j'ai appris beaucoup de choses. Ne riez pas. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans, vraiment beaucoup de choses, notamment, ce qui est très bien, c'est la manière dont vous racontez de Clovis à Sartre, de Maupeou à De Gaulle, de Talleyrand, il y a toute l'histoire de France, et c'est vraiment passionnant parce que c'est construit comme des scènes. C'est vraiment des scènes, etc. Mais je voudrais revenir effectivement à la préface, aussi à l'introduction. Mais avant de parler d'introduction, est-ce que si vous aviez à rééditer ce destin français, je pense qu'il sera réédité. Ton tapis maintenant, parce que tu sais quand même qu'on t'accuse d'être le nègre de tapis. Oui, c'est ridicule, le tapis n'a pas besoin de nègre. Ouais, moi j'ai travaillé sur le bouquin de tapis, moi j'aime bien tapis, je le défends. Je sais qu'on l'attaque beaucoup en ce moment, mais tu sais, tapis il m'amuse parce que c'est un bon voyou. Ouais. Il est marrant. Ouais. Et il sait, et puis c'est comme le seul qui a osé affronter Le Pen directement. Ouais. C'est pas Jean Darnalier qui a affronté Le Pen. Jean Darnalier, il y a un écrivain qu'il faut lire, relire et relire, qui est à la fois prophétique, qui est visionnaire et qui n'a pas pris une ride. C'est George Orwell, l'auteur de 1984 et de La Ferme des animaux, entre autres. Et il y a un écrivain qu'il faut lire et toujours lire. Lui, il est là et bien là et il publie très régulièrement. Et il est l'écrivain de La Feuille de température. C'est évidemment Michel Onfray. Alors Michel Onfray, vous donnez dès le départ, effectivement, je voudrais le lire, ce n'est pas très long, mais il faut le lire. Vous dites, voilà, comment peut-on aujourd'hui instaurer une dictature d'un type nouveau ? J'ai dégagé 7 temps principaux: détruire la liberté, appauvrir la langue, abolir la vérité, supprimer l'histoire, nier la nature, propager la haine, aspirer à l'empire. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous en parlez beaucoup dans votre livre, donc on a connu les dictatures du XXe siècle, le nazisme, le communisme, voire le fascisme, enfin, entre autres choses encore. Et vous dites, et puis vous parlez beaucoup justement d'Orwell en donnant les 2 bouquins majeurs qui décrivent ça, c'est-à-dire 1984, évidemment, avec la novlangue, avec tout le reste, et La Ferme des animaux, avec l'âne qui sauve le reste, enfin, qui essaye.
Mais est-ce que cette dictature, ce soft totalitarisme, on pourrait vous dire, oui, c'est très bien, Michel Onfray, vous décrivez tout ça, on a connu, on n'a pas connu, ou nos ancêtres ont connu, mais franchement, aujourd'hui, on est sorti de l'auberge, on n'est plus du tout là-dedans, en tout cas, dans nos pays d'Europe, en Occident. Pourquoi vous parlez de ça? Est-ce que, franchement, est-ce que ce n'est pas un peu passéiste? Et Michel Onfray, dans votre livre, vous définissez très bien, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que tout le monde parle de l'extrême droite, pas seulement en France et en Europe, l'extrême droite en Hongrie, en Italie, etc. Or, vous rappelez, j'aimerais que vous le rappeliez, c'est quoi l'extrême droite? C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui, enfin, on qualifie d'extrême droite des partis qui n'ont rien à voir avec, ou pas grand-chose à voir avec l'extrême droite. Absolument. D'ailleurs, quand on voit réapparaître la véritable extrême droite, on est obligé de parler de l'ultra-droite. C'est formidable. Ça aussi, ça relève de la novlangue. C'est-à-dire que quiconque n'est pas d'accord avec l'État maastrichtien est un type d'extrême droite. Et puis un jour, on a vraiment des gens d'extrême droite. Alors là, on dit cela, ce sont des gens d'ultra-droite. Alors c'est quoi l'extrême et l'ultra? C'est quoi la différence là? Donc je dis simplement, ça rentre dans la logique de ce que je raconte avec Orwell. C'est-à-dire que c'est l'effacement de l'histoire. C'est une inculture généralisée qui fait qu'on peut nommer Marine Le Pen une candidate d'extrême droite quand on sait que l'extrême droite, elle est anti-parlementaire, elle est antisémite, elle s'oppose à la franc-maçonnerie, elle descend dans la rue en estimant que la République est une gueuse et qu'il ne s'agit pas de jouer le jeu de la gueuse, elle estime qu'on doit pouvoir avoir des milices militaires et paramilitaires qui font le travail dans la rue et qui butent des gens, qui les massacrent, etc. etc. Il y a une littérature d'extrême droite, c'est celle de Céline, c'est celle de Drieux-La Rochelle, c'est celle de Rebatté, c'est celle de Brasillac, et il y a des journaux qui étaient à l'époque « Je suis partout », etc. Un peu plus tard, parce que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas le fin mot, mais un peu plus tard, cette extrême droite, on la retrouve dans la guerre d'Algérie, défendant l'Algérie française, l'OS, etc. Et puis d'un seul coup, Marine Le Pen, qui ne tient pas... Alors je dis Marine Le Pen, je ne parle pas de son père, Jean-Marie, bien d'accord. Marine Le Pen est une républicaine, va aux élections, quand elle les perd, elle ne fait pas un coup d'État, elle n'a jamais dit de l'Assemblée nationale que c'était un endroit qu'il fallait détruire, elle n'a jamais été anti-parlementaire, elle n'est pas antisémite, elle est même plutôt philosémite, ses déclarations sur la Shoah comme la plus grande catastrophe du XXe siècle, ce qu'elle dit sur la persécution des Juifs dans les banlieues à cause d'un certain nombre de gamins islamisés, ce qu'elle dit de la sécurité de l'État d'Israël, tout ça en fait une philosémite. Je ne l'ai jamais entendu prononcer le mot franc-maçon. Je ne sais pas si elle a jamais dit quelque chose un jour sur la franc-maçonnerie. Elle n'a jamais fait l'éloge des violences dans la rue. Elle n'a jamais dit qu'il fallait des milices paramilitaires. Donc si effectivement elle est d'extrême droite, alors tout est possible. Alors à ce moment-là, Benoît Hamon est d'extrême gauche. Et tout ça va finir par dire n'importe quoi. Donc, et vous avez dit très bien, et en fait, c'est la véritable extrême droite, ou bien celle des suprématistes, etc. On ne la voit plus parce qu'aux forces de crier au loup, on ne voit plus personne. Quand on dit effectivement qu'un électeur de Marine Le Pen est un antisémite, eh bien, on estime que finalement, si l'antisémitisme est là, c'est qu'il n'est plus nulle part. Et quand effectivement... Il n'y a pas 15 millions de fachos en France. Enfin, et puis le jour où effectivement, Madame Halimi se fait massacrer au cri de mort aux Juifs, qu'est-ce qu'on fait si l'antisémitisme ne peut pas être convoqué? Le mot antisémite ne peut plus... Vous savez, c'est l'histoire du conte, quand le berger crie au loup, et que tout le monde vient l'aider, jusqu'au jour où il dit au loup, il dit ça va bien, et puis le loup est là, et on retrouve les os du berger, quoi. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'antisémitisme, ça existe. L'extrême droite, ça existe. Il faut combattre et l'extrême droite et l'antisémitisme. Mais on ne les combattra, ces perversions, que quand on saura où elles se trouvent et quand on ne dira pas que ça se trouve vraiment partout. Ben oui, parce que si c'est partout, c'est plus nulle part. Alors là, j'ai dit tout à l'heure que nos invités étaient jamais comme leur livre, mais alors Berkoff, il est formidable, il est exactement comme son livre. C'est-à-dire que je suis heureux. Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement ce livre. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a des, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, il y a des pages. Eric. Mais il y a des lieux communs. Il y a des lieux communs et surtout, mais il y en a pas, on en écrit tous, mais c'est surtout que c'est sans queue ni tête. Ça part dans tous les sens. C'est ça qui est désespérant. Il y a des trucs formidables, il y a des formules, comme j'ai adoré la j'arrive même pas à le dire. La badinterisation. La badinterisation qui est une réponse à la formule de Badinter, la lepinisation des esprits. Ça, c'est une formule que j'aurais aimé trouver. C'est très drôle et c'est très malin. Et il y a des choses comme ça. Expliquez quand même, c'est quoi la badinterisation des esprits? C'est la victimisation. Non, mais ça, simplement, c'est l'angélisme qui consiste à dire la même chose, encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si vous voulez, qui font des choses absolument terrifiantes et on dit, on va les condamner pour la perpétuité. Et vous savez qu'il n'y a pas en France de perpétuité. L'angélisme, c'est encore une fois le choix des victimes. C'est les gens qui considèrent qu'il y a des gens
qui doivent être plaintes et d'autres pas du tout. Et la banalisation des esprits, c'est ce qui règne aujourd'hui. Vous l'avez trouvé d'ailleurs plutôt sympa avec le papa du garçon toujours en prison et accusé, parce que votre bouquin dit tout le contraire. Pas du tout, pas du tout. Parce que là, non. Parce que autant, non, on peut rien dire là-dessus parce qu'on ne sait rien. Oui. On peut pas dire. Mais vous dites que justement, il faut pas forcément montrer du doigt à la police ou par exemple la brigade antiterroriste si ils font du boulot pour protéger les citoyens. Écoutez, on va pas faire pleurer dans les chaumières. Mais enfin, oui, vous avez raison. Parfois, ils sont quand même plus doux sur le plateau que dans leur bouquin. Non, mais attendez, c'est pas du tout plus doux. Il y a des très belles pages aussi sur ce qu'il appelle la honte aujourd'hui d'être français. J'étais sûr que ça allait vous plaire. Évidemment, c'est pour ça que je le dis. Être français, c'est ringard aujourd'hui. Voilà, je trouve que là, il y a des très belles pages quand il explique que tout le monde se sent, je sais pas quoi, arabe, palestinien, juif, allemand, otage colombien, et que personne ne veut se sentir français. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est très juste. Et là, il touche juste. Mais je maintiens que c'est vraiment dommage parce que je trouve que ce livre part dans tous les sens. Alors on lit, il y a des moments où il y a une très belle page, on se dit c'est formidable, et puis on repart sur des trucs, des contradictions. Par exemple, vous nous dites, vous étiez pour la guerre en Irak. Vous nous dites que le droit d'ingérence c'est formidable. Et après vous nous dites, c'est exactement ce que vous dites. Et vous écrivez même, je vous interromps, vous écrivez même, il ne faut jamais cesser de répéter que les militants d'Al-Qaïda ou de l'Ayatollah Khomeini, j'en passe et des plus sanglants, comme le GIA algérien et les disciples d'Abou Massab al-Zarqawi, ont massacré, dépecé et égorgé 100 fois plus d'hommes, de femmes et d'enfants musulmans que n'en ont éliminé les armes américaines ou israéliennes. Absolument. Et je maintiens, c'est un fait. Je persiste et je signe, il n'y a qu'à faire. J'ai pas fini. Des statistiques. Et j'ai pas fini. Et ensuite, vous dites, la France n'aurait... Non, la contradiction, elle vient après. La France n'aurait pas dû s'opposer à cette guerre en Irak, et vous dites, moi, j'ai dit ce qui était... Moi, pour moi, il est justifié quand il y a des dictateurs massacreurs dans des pays, et il y en a beaucoup. Oui, je suis d'accord. Mais je veux dire, est-ce que c'est bien... Là, il y a une différence entre Zemmour et Nolo. Vous êtes pour l'ingérence. Mais oui. Lui, pas du tout. Je sais, on n'est pas du tout. C'est encore un autre débat. Mais il y a trop de choses. Oui, c'est bien ce que je dis, parce que c'est pas ordonné. On a déjà reçu notre ami Berkoff ici, et en fait, Berkoff fait toujours du Berkoff, c'est-à-dire c'est toujours des bonnes idées, bonnes intuitions, bonnes formules. Bien écrit quand même, cher Eric. Avec un style enlevé, on dirait. Vous m'avez dit qu'il y avait des tas de pages que vous auriez aimé écrire. Oui, non, sur le fond. Ça, c'est sur les idées. Sur le fond, merci. Ah ouais, merci. C'est sur la France, l'immigration. Oui, absolument, mais j'allais le dire, laissez-moi finir. Il n'y a que sur le droit d'ingérence qui ne doit pas être d'accord. Je peux le dire moi-même. Le devoir d'ingérence. Et en même temps, on connaît toutes vos idées par cœur maintenant, donc on peut le dire à votre place. Je suis d'accord, mais dites-le, mais après vous le direz moins bien. C'est ça la différence. Oui, mais plus vite. Oui, mais justement moins bien. Je ne viens pas leur casser la gueule, je prends mon livre. Mais la vitesse n'est pas un gage ni de beauté ni d'efficacité. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, deuxièmement, je disais donc que c'est rapidement quand même. Et que c'est vraiment, je le disais donc, mais ça part un peu dans tous les sens comme d'habitude. Et pourquoi? Parce que je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous aviez effectivement une vraie, et vous l'avez dit tout à l'heure, je l'avais noté. Vous avez tout à fait raison. Votre axe, c'était Sarkozy. On déteste Sarkozy parce que il a montré que le roi est nu, en l'occurrence la France est nue, et qu'il a désacralisé la fonction, et qu'il n'est pas un monarque, alors que les autres étaient un monarque, et que la France se rend compte qu'elle ne peut plus se payer un monarque. C'est ça, je l'avais très bien compris, je l'avais noté, et vous avez raison, c'est votre axe. Il y a deux choses à dire. La première, c'est que on disait déjà ça au général de Gaulle quand il était le général de Gaulle, et le général de Gaulle répondait, c'est justement parce que la France n'est plus grande puissance qu'elle doit avoir une grande politique. Donc vous voyez, cette discussion est vieille comme la Ve République. Oui. Deuxièmement, et c'est là où vous ne restez pas sur ce mot-là, c'est-à-dire que vous partez après dans tous les sens, il y a des choses, Laurent a raison, toute votre deuxième partie, je crois, si je dis pas de bêtises, sur immigration, identité nationale. La partie réactionnaire. La partie réactionnaire. J'adore les étiquettes. Voilà, mais moi je m'en fous, il peut me traiter de réactionnaire, je m'en tape. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu admets que c'est vrai. Mais ça me gêne pas. Tu admets. Je préfère être un réactionnaire qu'un progressiste. Voilà. Parce que les progressistes, ça finit dans les camps, à Treblinka, et dans les camps communistes. Donc je connais l'histoire du progrès, ça finit toujours mal. Et puis n'oubliez pas ce que ça veut dire réac. Voilà, exactement. Résistance euphorique au con. Très bien le dire. On va y revenir.
Donc, on est bien barré. On en avait un, on en tient deux, dites donc. Vous m'avez dit qu'il y avait des tas de pages que vous auriez aimé écrire. Oui, non, sur le fond. Ça, c'est sur les Moi, j'ai été frappé, c'est parce que Zemmour est là. J'ai été très frappé de voir, il y a eu des articles quand même. Il dit, mais pourquoi Zemmour est encore sévi dans telle ou telle radio? Pourquoi Elisabeth Lévy? Pourquoi je ne sais pas qui? Il y a eu des papiers demandant à ce que ces gens-là, ces espèces de types, qui vraiment ne méritent pas, devraient être retirés de la radio. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est fait. Hein? Pas partout. Oh non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah bah, il m'a tendu la perche. Ah non. Oui, mais j'ai le droit de répondre alors. Oui, parce que si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait au moment où vous étiez devant le tribunal, cher Éric Zemmour, et je ne l'ai pas fait. Je vous prie quand même de vous en rappeler. Ah, absolument. Mais je m'en suis rappelé. Voilà. Non, je ne veux pas intervenir dans les affaires. Non, parce que ça va, faut pas raconter l'histoire. J'ai dit ça. Non, mais je vais être clair là-dessus. Et il faut toujours être clair. Moi, je vois que 11,5 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. Ça se passe énergétique, ici, en France. ils sont en situation de précarité économique. Ici, Audrey Pulvar, vous savez ce que c'est que la précarité économique? Faites gaffe, vous devez être rouge, vous allez exploser. Non, je vais très bien. Il y a un certain nombre de personnes qui subissent. J'adore 11 millions de Français. Non, mais c'est pas possible. Allez, on fait une pause. Si vous vous écoutez pas parler, c'est pas possible. Encourager une certaine forme de racisme à l'égard des musulmans a des retombées directes à l'égard des juifs après. Alors que... Qui encourage une forme de racisme envers les musulmans? C'est très important ce que vous dites. Attends une seconde. Laisse-moi, non mais tu as parlé, laisse-moi pas. Parce que là, je trouve hallucinant quand même. Excusez-moi, Dominique Moïsi, mais vous allez vraiment, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir. Vous dites donc que qui est raciste envers les musulmans est raciste envers les juifs et vice-versa. D'abord, avant de parler de ça, je voudrais savoir aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire je parle de Bruxelles-Molenbeek, je parle de Malmö, je parle de Paris, je parle de Nice, je parle du Bataclan, etc. Quand quelqu'un, puisque vous voulez absolument mettre l'antisémitisme comme le grand mal européen d'aujourd'hui, mais qui, attendez, attendez, qui se fait tabasser s'il sort avec une kippa et par qui? Qui aujourd'hui a renversé 80 personnes à Nice? Qui est allé à l'école à Chomer-Azora de Toulouse tuer des petits-enfants parce qu'ils étaient juifs? Qui est allé à l'hypermarché Kasher tuer des gens parce qu'ils étaient juifs? C'est quoi? C'est des Suédois? Des Gilets jaunes? Ou ceux qui sont? C'est qui? Je veux dire, il faut quand même apprécier les choses. Et Dieu sait si je ne suis pas, moi, né au Liban, ayant vécu parmi des musulmans et des juifs, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne parlez pas de quelque chose qui n'a pas à être confondu avec les musulmans, qui est l'islamisme radical. Pas du tout. L'islamisme radical ne veut pas autre chose qu'une... Mais pas du tout. Dans les 69% d'augmentation des attentats antisémites commis en France, selon le Premier ministre, il a communiqué ce chiffre. On ne sait pas exactement quelle est la part dans cette augmentation des attentats antisémites, des attentats des banlieues dont parlait Yvan, ou des attentats d'une renaissance d'une extrême droite identitaire. Enfin. Mais ce que disent les services, c'est qu'il y a un peu des deux. C'est ça qui est nouveau. C'est que ne lire qu'à travers le seul prisme. Excusez-moi, vous êtes un politologue, vous êtes un économiste. Comment pouvez-vous dire ça? Donnez-moi, non, économiste sûrement pas. Ça se saurait. Ça se sentirait. Donnez-moi, parce qu'on sait, donnez-moi un attentat antisémite commis par l'extrême droite identitaire. Donnez-moi un. Je ne vous demande pas 10, je ne vous demande pas 15, je ne vous demande pas ça. Eh bien, les amis de Patrick Balkany, et surtout les habitants de Levallois, ils ont répondu à ce qui s'est passé là-dessus, et voici ce que dit la femme, l'épouse de Patrick Balkany, Isabelle. Il se trouve que des habitants de Levallois, spontanément, connaissant notre situation, avaient lancé des cagnottes litchi dans tous les sens. Et je leur ai demandé d'arrêter, car j'ai eu peur qu'on ne puisse, ne sache pas où aller les fonds, qu'ils se fassent gruger par des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, effectivement, des Levalloisiens, avec notre accord, ont déposé une association de soutien pour acquitter la caution de Patrick, ça a été déposé en préfecture. Nous attendons le récépissé.
Bah écoutez, voilà, l'association de soutien à Patrick Balkany. Moi, ce qui me frappe en dehors du fait de savoir si Patrick Balkany est coupable ou pas, et s'il mérite effectivement la prison ou pas, c'est assez rare quand même que des habitants de Levallois ou ailleurs, eh bien, se mobilisent pour leur maire au point d'essayer de lever une cagnotte de quand même 500 000 euros, c'est pas rien, 500 000 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on s'en scandalise ou est-ce que on se dit, tiens, ils apprécient effectivement le travail de leur maire pour leur ville? Et c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir la différence entre effectivement une justice qui effectivement se prononce sur un certain nombre de dysfonctions ou de magouilles ou autres, et puis des habitants qui jugent sur le bilan de leur maire et qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour le soutenir. Voilà en tout cas quelque chose qui mérite d'être médité et examiné. Diviser pour régner ou régner pour diviser. On ne sait plus de quel côté il faut regarder. Peu importe au final de savoir quel est le mal qui nous ronge et nous range. On doit sortir de nos cases pour s'unir avec rage. Des échecs faire table rase, de courage en bandoulière. Il n'y a plus de marche arrière. J'entends pas, cessez donc les procès. Écoute et partage sont les clés de la paix. Devant toutes ces tentations de division, il n'existe qu'une seule solution: l'union. Le camp d'en face est solidaire pour nous dominer. Pas de révolution sans union sur le fond. Je vous propose la révolution.